Bonjour à tous, bienvenue sur Twitch, bienvenue sur le replay de YouTube ou bienvenue sur les podcasts. Selon où vous écoutez ou vous voyez cette émission, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Hebdo Explore, l'hebdo qui explore un peu d'une manière sympa et chill l'actualité jeux vidéo, l'histoire, parfois la grande actualité du monde, enfin bref, toujours des petits sujets choisis avec soin. C'est une émission qui est hebdomadaire, n'hésitez pas à la commenter. Donc si vous êtes d'accord ou pas avec moi, il n'y a pas de problème, à partir du moment que c'est fait avec bienveillance. Alors, pour cette semaine, pas mal de choses, comme d'hab, donc toutes les semaines on se retrouve à peu près fin de semaine, vendredi, samedi, donc sur le live, pour pouvoir faire un petit point sur l'actualité, sur des choses que j'ai repérées, et pour en discuter et tout simplement à faire avancer le débat. Donc j'espère que vous allez bien, donc on va commencer avec une semaine assez chargée. Hop, je regarde, ouais, comme ça c'est pas trop mal. Donc avec une semaine un peu chargée, alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a du lourd, on a du bon. Voilà, je recadre un peu la caméra. Hop, hop. Peut-être mieux centré comme ça. Alors, hop là, voici, voilou. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu? On va baisser un peu un chouïa la musique. Tom, tom, tom. Voilà, impeccable. Alors. Ouais, cette semaine, on aura du Drew Struzman. Alors, toc. Donc, quelqu'un qui a fait beaucoup pour la pop culture. On ira peut-être voir du Mortal Kombat, du GOG également. Oh, on a un peu de tout là. Ouais, du Dragon Quest peut-être. Ouais, faut voir. Faut voir ce qu'on va déblatérer tout simplement. Alors. Allez, on va faire notre premier sujet. On y va. Alors, on va commencer donc avec un grand monsieur qui est malheureusement décédé cette semaine, donc c'est Drew Struzan, l'homme qui se cache derrière de nombreuses affiches de films. Donc là, vous avez quelques exemples des réalisations du personnage. Donc voilà, production de film, qui dit production de film, dit production d'une image qui va porter ce film. N'oubliez pas de boire votre café. Donc on est face à un grand monsieur en fait qui a fait pas mal d'illustrations qui ont porté la jeunesse de pas mal de darons et de daronnes. Et notamment, qui a porté aussi des productions où on avait aussi du Hans Zimmer ou du John Williams à la musique, et une illustration qui nous faisait voyager déjà juste en regardant l'affiche du film. Donc, on est dans du Star Wars forcément. Hein. Drew Struzan semble être le plus célèbre, notamment en termes d'illustration, donc tout fait à la main. Hein. Pas d'IA ici moisi ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment fait avec du talent. 150 affiches de films a le monsieur à son compteur. Donc du George Lucas, du Steven Spielberg également. Alors on vous indique que dans cet article donc de hightech.fr, qui date de 2017 je crois, en fait qui permet de retracer 2017 sa carrière de ce grand monsieur qui nous a quittés assez récemment, donc cette semaine. Donc E.T. l'extraterrestre à Blade Runner, et puis bien sûr Harry Potter et Star Wars, il va sans dire. Donc c'est vraiment un des plus grands illustrateurs d'affiches de films, et qui nous a malheureusement quittés. Hein. Donc c'était lui, Harry Potter, Hellboy aussi. Hein. Ah, il y avait vraiment une patte quand même graphique qui était extraordinaire. Hein. Hook, bien sûr, avec Robin Williams, Dustin Hoffman. Indiana Jones, bien sûr, il va sans dire, c'est pour ça que c'est sur Histoire Explore. Ah là. Et ces affiches, elles envoyaient mais tellement du rêve. Que ça soit les personnages représentés, les éléments du décor. Regardez l'avion qui est derrière Indy qui pointe avec son pistolet, encadré dans un élément architectural d'un vestige ancien. Les 4 personnages, 4 protagonistes du film et les 2 principaux au milieu. Ah, ça envoyait du rêve, ça c'est sûr. Hein.
Et puis bien sûr, bon, l'affiche iconique pour moi, l'Empire contre-attaque. Oh putain, il y avait tout. Les T-Fighters, les AT-AT. Putain, c'était fou ces affiches. Et pour la petite anecdote, cette affiche, je travaillais dans un cinéma. Je l'avais récupérée, c'était celle qui était l'édition qui était sortie en 97. Et dans le cinéma, ils avaient gardé ces affiches en fait. Et quand j'y ai bossé des années après, j'ai récupéré ces affiches qui avaient été utilisées pour présenter les films sur la devanture du cinéma. Et je l'ai donné à un collègue que j'ai perdu de vue. Qu'est-ce que j'aurais voulu la garder maintenant avec du recul. Putain. Eh bon, la générosité, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ah, il y a tout dans cette affiche. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on a un croiseur stellaire. On a Dark Vador qui est mis en priorité parce que forcément tellement iconique le personnage. L'empereur tout petit à côté. Alors que dans l'ordre hiérarchique de l'Empire, l'empereur est au-dessus. Mais c'est vrai que Dark Vador est tellement iconique avec son casque. La menace fantôme également. Alors je tiens à dire qu'il y a quand même un élément qui ment dans cette affiche. C'est qu'on a l'impression que le grand méchant derrière est hyper, donc Dark Maul est hyper important, et en fait, il se fait dégommer en moins de 2, j'étais blaze. Mais bon, on a déjà du Skywalker, Anakin qui est devant, Obi-Wan, Liam Neeson, Qui-Gon. Ah là là, le retour du Jedi aussi, mais quelle affiche mythique avec cette couleur verte là. Et donc notre Struzman, eh ben, est décédé cette semaine, le grand illustrateur donc, de ces affiches de films, pour ceux qui viennent d'arriver, Star Wars, Harry Potter, E.T. Les maîtres de l'univers également, ah, ça je le savais pas ça, j'avais pas souvenir ça. Ah ouais quand même. Je suis en train de... On va mettre un peu plus de lumière. Ah, ça va mieux là. Quel film moisi. Oh, les maîtres de l'univers. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Petit hebdo tranquille. On est en train de voir les affiches faites par un grand monsieur Struzman qui est décédé récemment et qui était tout simplement le créateur des affiches d'Harry Potter, de Star Wars et de Musclor, les maîtres de l'univers. Oh là, il y a tout, mais qu'est-ce que c'est kitsch. Mais pourtant. Et là, on voit quand même la patte graphique du monsieur. Hein. On voit le Skeletor qui est en arrière-fond hein, et qui ressemble beaucoup à l'affiche de l'Empire contre-attaque avec Dark Vador en arrière-plan. Donc on voit qu'il garde certains éléments. Hein. Et c'était vraiment voilà, un grand créateur hein, qui malheureusement est décédé. Ah oui, aussi, Back to the Future. Ouais, vraiment plus de 150 affiches qu'il a faites et elles sont toutes iconiques. Hein. Oh, cette affiche. Des grands films des années 80. Hein. Qu'est-ce que ça manque? Et pas que 80 d'ailleurs. On a aussi les dernières Star Wars. Alors ça, c'est pas l'affiche officielle. Hein. Les Goonies, bien sûr. Quel grand film d'enfance, ça. Et donc sur les personnages, pour ceux qui ont une petite culture cinématographique, le personnage asiatique qui est le troisième là, c'est celui qui était présent dans Star Wars, Indiana Jones, qu'est-ce que je raconte? Avec un surnom bien moisi, phase 2001 je crois, qui sentait bon le racisme colonial. Je me souviens plus comment s'appelle cet acteur. Il a été récompensé d'ailleurs par un prix il y a quelques années de ça. J'ai oublié son nom. Ah, les Goonies, quel grand film. Alors, je sais pas sur les affiches que je vous ai montrées, celle qui vous plaît le mieux. Hein. Moi, décidément, c'est... Elles me plaisent toutes, voilà.
peut-être celle-là un peu moins bien. Donc Noah Struzman est décédé cette semaine. Hop, là, je vais vous montrer le personnage là pour ceux qui viennent d'arriver. C'est lui. Donc, là, on le voit en train de faire l'affiche du film La menace fantôme. Et c'est ce qui va permettre d'attirer le chaland pour aller voir le film et puis aussi de se projeter dans le film. Ah ouais. Une esthétique très 80s, hein, c'est clair, hein, avec la peinture à l'acrylique. Il y a eu une exposition qui s'est tenue, Drew Struzan, qui s'est tenue à Paris il y a quelques années de ça, je crois, autour du personnage. J'aurais bien voulu aller la voir, franchement. Un travail d'orfèvre. Hein. Donc là, les premières affiches avant que le titre soit apposé. Et avec l'IA, est-ce qu'on va pas avoir à la fin de ce type de métier, malheureusement, hélas, hein, de grands réalisateurs, de grands créateurs graphiques? Parce qu'il y a une patte vraiment qui est indéniable derrière. Donc voilà, donc ça c'était la première news un peu tristounette, voilà, d'une personne qui nous a quittés, qui malheureusement n'est plus là. Et donc voilà, une page se tourne hein, en quelque sorte de ces grands illustrateurs. Alors, hop, n'hésitez pas voilà, à donner votre avis hein, sur l'affiche qui vous aurait le plus marqué. Moi, personnellement, c'est vraiment quelqu'un... Oups, je me suis planté de... C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, notamment par le fait de cette passion pour le cinéma. Et c'est comme, d'ailleurs, pour revenir un peu, parce que la marotte de la chaîne, c'est aussi le jeu vidéo, c'est un peu comme les notices d'époque, en fait, les notices qu'on avait dans les jeux vidéo, qui étaient un premier élément qui vous permettait de vous projeter dans le jeu. Et les jaquettes de jeux vidéo contribuent aussi à cet élément-là. Hein. Comment se projeter dans un jeu vidéo sans avoir pu encore lancer le jeu, comment attirer le chaland pour qu'il achète ce jeu vidéo et pas un autre. Et c'est vrai que quand on était gamin, généralement, nos parents nous ramenaient, une fois avoir acheté le jeu dans le grand marché du coin, hein, Carrefour, Mammouth pour les plus anciens, Continent pour encore les plus anciens. Et donc dans la bagnole, le premier truc qu'on avait, le premier contact qu'on avait avec le JV, c'était cette notice qu'on lisait avec beaucoup d'avidité, hein, et donc qui était forcément illustrée. Et bien souvent pas illustré avec des images du jeu, hein, surtout pour les premiers jeux qui étaient les plus anciens. Donc voilà, ça permet un peu de revenir un peu en arrière, tout simplement. Alors, deuxième sujet, hop. Est-ce qu'on va pouvoir, avec un départ dans l'industrie, donc de quelqu'un qui part dans un autre domaine et pourtant qui a inspiré une série de jeux vidéo, on va parler de Mortal Kombat. Alors, c'est sur VGC, donc du 15 octobre, un petit article par rapport à Dan Forden, donc qui est le Toastic Guy, comme on le surnommait à l'époque, et qu'il a gardé ce surnom-là, donc qui était sound director de la série Mortal Kombat, a pris sa retraite après 35 ans de bons et loyaux services. Hein. Donc c'était lui le petit personnage qui passait sur le côté de votre écran quand vous faisiez un certain combo, notamment lors de la pratique de ce jeu Mortal Kombat, sorti en 94, si je me trompe pas. Donc Mortal Kombat qui en est à son 11e épisode. Et donc qui était un peu un easter egg du jeu, en fait, on voyait ce visage complètement improbable qui surgissait sur le côté. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher justement Toasty? Pour ceux qui ne connaissent pas cet easter egg hyper connu dans Mortal Kombat. Hein. Alors, je vous dis, ah oui, voilà, c'est cette vidéo en particulier. Alors, est-ce que le son est bon? Alors, attendez. Où je pourrais le mettre pour vérifier?
Donc c'était lui qui faisait cette petite phrase. Alors vous allez le voir là sur plusieurs captures d'écran. Voilà, vous l'avez vu apparaître sur le côté droit là? Voilà, c'était lui qui faisait ce fameux son Toasty. Alors pourquoi Toasty justement? Pourquoi ce fameux Toasty qui était ni? Parce que tout simplement en fait c'était un gimmick en fait de l'équipe. Alors j'ai trouvé une autre vidéo qui expliquait cet élément-là, c'est-à-dire que quand il jouait donc au jeu avec des membres de l'équipe, en fait, et qui mettait une bonne mandale en fait à la personne en face, il s'exclamait toasty toast en fait en anglais, hein. C'est-à-dire qu'il était, la personne était tatanée comme un toast dans un grille-pain en particulier. Et donc ils ont trouvé ça tellement fun en fait que un des créateurs du jeu dit bah on va l'intégrer dans le jeu. Et lui il dit bah, pourquoi ça se fait pas à l'époque 94. Ce type d'easter egg est quand même bien particulier. Et en fait, ils en ont fait vraiment un mème au sein de l'équipe et ils l'ont intégré. Donc, son visuel a été intégré en tant que tel. Et normalement, dans les dernières itérations, le mème a évolué. Donc, ça, c'est le remaster. Attention, ça va saigner là. Donc, hop là, je vais essayer de passer parce que ça risque d'être méga violent. Alors, est-ce que Et là, on a entendu Toasty. Voilà. Mais voilà, il est devenu voilà, un mème. Alors, dans toutes les itérations de Mortal Kombat, vous le voyez, hein, même dans les moins bons Mortal Kombat, notamment celui qui était en 3D, là. C'est énorme quand même comme truc. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens quand, quand j'avais fait Mortal Kombat donc sur alors Super Nintendo, il était censuré. Est-ce que c'était sur Mega Drive? Ouais, non, je crois que c'était sur Super Nintendo. La version était censurée, le sang était vert. Nintendo oblige. Et c'est vrai qu'on comprenait pas quand apparaissait ce personnage et pourquoi il apparaissait surtout. Et en fait, le jeu a plein d'easter eggs comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu du bonheur en barre quand vous jouez, vous avez ce type de surprise. Et donc, il a pris sa retraite, ce monsieur, ce Toasty Guy, comme on l'appelait. Forden, donc Dan Forden, voilà. 37 ans dans l'industrie du jeu vidéo quand même, hein. Donc le co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, lui a rendu hommage, hein, partageant une vidéo des coulisses du travail, notamment sur le Toasty Guy. Putain, 37 ans de travail, il dit. 37 ans de carrière incroyable. Un quart de l'équipe originale de Mortal Kombat a pris sa retraite. Une part importante de l'identité du premier Mortal Kombat. Alors c'était quand même le sound director de la licence, ce Dan Forden, qui faisait ce fameux Toasty qui apparaissait à l'écran. Donc une part importante de l'identité du premier Mortal Kombat résidait dans son ton, son côté mystique et sa présentation extravagante. C'est vrai que la première fois que j'ai joué à Mortal Kombat, moi, sur Super Nintendo, on était loin de Street Fighter quand même, hein. Alors c'était le concurrent de Street Fighter, mais avec ces images qui étaient numérisées, intégrées dans un décor, c'était un peu une nouveauté. Et surtout le côté ultra violent, ultra gore du jeu, hein, bien entendu. Vous souvenez-vous de la musique envoûtante qui imprégnait l'atmosphère des arènes de combat? Et c'était Dan, donc c'était lui qui a créé cet univers justement sonore. Mais l'audio de Dan a créé à lui seul une atmosphère littérale. Ça vous rappelle des souvenirs? Ah, le premier Mortal Kombat. C'était tellement ça. C'est à la grande époque de la numérisation d'images. Et forcément les fatalities ultra gore de la série, hein. Scorpion Wings. Et pour faire les fatalities, vraiment, il fallait avoir du bon timing pour pouvoir les faire. C'était vraiment quelque chose, hein. Voilà donc de Dan Forden qui part à la retraite, hélas. Quoi, hélas? Il est temps aussi de passer la main à d'autres, hein, et qui a voilà, marqué toute une génération.
Alors, concernant la préservation du jeu vidéo, je vous ai trouvé un autre article. Donc, de Good Old Game qui, tout simplement nous indique que leur volonté de préserver, allez, hop, on y va. Alors, c'est sur Rock Paper Shotgun. Oh ouais, alors là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu mieux cadré? Ça serait bien mieux. On va le mettre en français. Donc, Good Old Game, donc la fameuse plateforme qui permet d'acheter des jeux un peu concurrents de Steam, mais qui fait beaucoup d'efforts sur la préservation du jeu vidéo, voilà, nous apprend que il a été très compliqué justement de mettre en place ce programme justement de préservation de jeux vidéo pour éviter qu'ils disparaissent et donc permettre à des joueurs d'avoir toujours accès à un ensemble de jeux édités. Alors, étant donné la rapidité avec laquelle les anciens jeux peuvent être retirés, je vous rappelle que dans un précédent hebdo, on avait vu qu'il y avait à peu près 80% des jeux sortis avant 2010 qui n'étaient plus disponibles en version dématérialisée. Donc ça, c'était un des anciens sujets qu'on avait couvert lors d'un précédent Hebdo Explore. GoGoGame donc a un programme de préservation toujours appréciable, comme le dit la journaliste donc de Rock Paper Shotgun, donc le journaliste Mark Warren, rédacteur. Donc, il est une noble fonction, mais il est très compliqué. CD Projekt, qui est derrière Google Games, a sous-estimé la difficulté de ce programme de pouvoir mettre à disposition des joueurs des vieux jeux. Donc, ils ont dû réévaluer leur objectif ambitieux du début. Donc, Marcin Pazinski, directeur général du développement commercial de GOG, indique que nous avons constaté que les jeux et leur fonctionnement se sont détériorés plus vite que prévu. Il ne s'agit pas seulement du non-lancement de jeu, mais nous parlons de problèmes plus subtils, comme la non-prise en charge de manettes modernes. Ah bah oui, forcément, pour y jouer, ça va être compliqué. Ou de l'incompatibilité avec des écrans ultra larges. Donc, GOG, qui a cette volonté de préserver le jeu vidéo et permettre à ses consommateurs de pouvoir avoir accès à des jeux qui ne sont plus du tout vendus dans le commerce. Donc on a vraiment une démarche qui est très louable. Et ici, sur Histoire Explore, on défend justement cette démarche de préservation du jeu vidéo, qu'il soit physique ou qu'il soit aussi dématérialisé, s'il permet justement d'y avoir accès sans dépendre d'un serveur et de constructeurs. Nintendo, on pense très fort à toi. Donc là, GOG indique avoir des difficultés pour maintenir ce type de dispositif parce que tout simplement, les jeux ne sont pas adaptés aux supports modernes, écran et manette en particulier, aux résolutions. Et donc pour pouvoir les adapter, ça demande un retravail qui doit coûter quand même des ronds pour GOG. Et donc du coup, qui peut-être limite cette disposition si les éditeurs ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire de permettre que leur jeu soit toujours disponible dans des meilleures conditions possibles. Donc le vendeur a eu plus de travail que prévu pour mettre les anciens jeux au standard que nous avons défini. Et donc ils ont remanié leur stock de jeux. Donc le programme de préservation devrait désormais se terminer en 2025. Ah oui, donc ils ne le poursuivent pas. Entre 300 à 350 titres au lieu des 500 prévus. À ce jour, ils comptent 232 jeux. Ah, quel dommage. Mais c'est quand même fou qu'il n'y ait pas une obligation légale pour que les éditeurs permettent aux consommateurs de pouvoir conserver leur jeu et pouvoir y jouer dans de bonnes conditions. Il suggère aux entreprises d'envisager de faciliter l'abandon des DRM aussi qui protègent les jeux. Et ça, c'est vrai que des éditeurs qui continuent à défendre leur propriété intellectuelle, bon, on peut le comprendre, mais un jeu qui a quand même plus de 20, 30, 40 ans, alors que l'objectif, il a été rentabilisé et maintenant le jeu n'est plus disponible, de maintenir encore des telles protections et qui empêchent sa diffusion, il y a un débat là. Et puis surtout, le problème aussi, c'est que pour certains jeux aussi, GOG a eu une autre difficulté, dans cet article c'est bien relayé, c'est le fait aussi de pouvoir trouver
des propriétaires en fait des licences pour savoir s'ils sont disponibles pour tout simplement mettre leur jeu à disposition. Et là, dans cet article de Rock Paper Shotgun, vous avez des passages qui sont quand même assez cocasses sur le fait que GOG a traqué donc d'anciens développeurs de jeux pour essayer de voir si on pouvait mettre leur jeu à disposition. Donc avec des détectives privés pour retrouver un homme qui vivait totalement dans la plus grande dans la nature en l'occurrence, donc en totale errance. Un autre qui s'était reconverti en magnat du pétrole texan. Donc voilà, un autre gars qu'ils ont dû aller dans les Highlands écossais pour le retrouver. Et du coup, là, ils expliquent une situation un peu cocasse. Donc, ils trouvent le gars qui vit sous une tente. Et donc, ils le réveillent, il est en train de dormir. Et ils lui demandent ouais, vous avez des gens qui veulent continuer à jouer à votre jeu, Lynx, le défi du golf. Donc, sans entendre de bruit parasitique, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le retouche, etc. Et là, le gars, faites ce que vous en voulez. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Donc voilà des développeurs qui sont partis et qui ont changé carrément de vie et qui ont abandonné des jeux qu'ils avaient développés. Donc pouvoir remettre la main dessus, c'est compliqué, hein. Et c'est vrai qu'au Japon, on a un peu la même difficulté, notamment, je l'avais déjà abordé sur un autre Hebdo Explore. Donc des jeux qui ne sont plus dans le sérail commerciaux et l'éditeur qui n'est pas du tout intéressé par ce type de jeu et qui voire même n'a rien fait pour préserver la mémoire de ces jeux-là. Et dans les années 80-90, une fois que le jeu était fait, vendu, et ben en fait la plupart des documents ayant permis la réalisation de ce jeu étaient jetés. Et même le software, c'est-à-dire le software et le support physique en tant que tel, vous avez eu du bénage donc de tous ces documents-là, parce que ça conservait de la place en quelque sorte dans les entreprises, et une fois qu'ils estimaient que le jeu était vendu et rentabilisé, bah, pourquoi le garder, à quoi ça peut servir. Alors ça a quand même changé de nos jours, fort heureusement, mais c'est quand même pas toujours aussi efficace, et c'est vrai qu'on a des pans de jeux en fait qui ont disparu. Et même les ROM d'époque ont disparu. Alors parfois c'est grâce justement au travail de collectionneurs et de développeurs indépendants qu'on peut retrouver ces éléments-là pour pouvoir les remettre. Mais bon, après, il y a une question de droit et parfois, je pense que certains devs veulent pas avoir des problèmes avec les éditeurs de départ. Donc voilà, font le dos rond ou développent leur propre software un peu en loose day, hein. Et c'est vrai que parfois, on est un peu surpris de voir que c'est vraiment des initiatives privées, hein, qui permettent de porter justement ce jeu vidéo physique qui est très nettement menacé de nos jours par tout ce qui est la dématérialisation et qui fait que vous dépendez d'un serveur avant tout, d'un éditeur parce que c'est sa propriété également, et que parfois les éditeurs malheureusement ne comprennent pas en fait ce côté peut-être philanthropique de faire partager en fait des éléments du passé pour permettre de faire vivre leur marque. Moi ça m'étonne toujours quand même, étant donné que des éditeurs ne saisissent pas l'élément de comprendre que ce qu'ils ont créé, ou du moins dans le cadre de leur entreprise, sur de longues décennies, on parle de décennies de 10, 20, 30, le jeu vidéo a quand même plus de 40 ans, et que des éditeurs ne comprennent pas l'intérêt de faire vivre cela, moi ça me sidère toujours autant. Enfin. Donc voilà quoi. Donc c'était notre troisième sujet consacré à cette préservation du jeu vidéo. Alors, hop, je pense que on a fait le tour de l'hebdo, du petit hebdo du matin. Hebdo assez court. Pas trop de matériaux à se mettre sous la dent ce matin. Et pourquoi pas faire du jeu vidéo? Tiens, ça serait pas une bonne idée, ça. Allez, il est temps de s'arrêter, comme dirait Edouard, et de revenir à des fondamentaux.